et le sommaire de ce 20h, c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, une décision inattendue en pleine pandémie du coronavirus. Le docteur Aloïs Waly Diouf quitte le ministère de la Santé pour l'OMS. Le désormais ex-directeur de cabinet d'Abdoulaye Diouf Sarr dit avoir reçu la bénédiction de son patron. Vous l'entendrez dans ce journal. Pendant ce temps, le Sénégal enregistre 164 nouveaux cas positifs au coronavirus, dont 16 communautaires. 3 nouveaux décès ont été annoncés ce vendredi. À quelques jours de la rentrée des classes d'examen, les écoles privées se disent ouvertes au dialogue avec les parents d'élèves. Ils se disent tout de même confrontés à des factures impayées. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis le champ des courses prêt à recevoir les commerçants du marché Sandaga. Le ministre de l'Urbanisme plutôt, qui était sur les lieux ce matin, déclare qu'ils ont 15 jours pour rejoindre leur site de recasement. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le docteur Aloïs Waly Diouf, donc, qui quitte le ministère de la Santé pour l'Organisation mondiale de la Santé. Il dit avoir reçu la bénédiction de son ancien patron Abdoulaye Diouf Sarr. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par la radio Futur Média. Je devrais rejoindre le bureau OMS pays depuis le mois de mars, mais c'est à cause de la crise du coronavirus que j'ai demandé à rester à mon poste. J'ai demandé à l'OMS qui a bien voulu l'accepter. Aujourd'hui, le deadline est arrivé. Et après des échanges véritablement très courtois et très porteurs avec M. le ministre de la Santé, ce dernier, dans un esprit d'ouverture et de générosité, m'a encouragé et c'est cela qui fait que aujourd'hui je pars pour continuer à servir la santé au Sénégal. Je pars au niveau d'une autre institution, mais je reste dans le monde de la santé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun nuage entre le ministre de la Santé et moi. Et d'ailleurs, je le remercie profondément pour m'avoir conseillé, pour m'avoir soutenu et pour avoir béni mon départ du ministère. Le docteur Aloïs Waly Diouf, donc, qui a surpris son monde en annonçant sa démission du ministère de la Santé sur sa page Facebook. Le directeur de cabinet porte-parole du ministre de l'Intérieur rejoint l'OMS avec bureau à Dakar. Il était l'une des figures les plus en vue dans la riposte contre le Covid-19 en faisant la situation du jour. On voit cela dans cet élément signé Aminata Baresso. Il était un des hommes clés du dispositif de riposte contre le coronavirus. Dr Aloïs Waly Diouf, en sus de son poste de directeur de cabinet du ministre de la Santé, était au devant de la scène, surtout dans les médias. Désormais, on parle d'un ancien collaborateur d'Abdoulaye Diouf Sarr suite à son départ pour l'Organisation mondiale de la santé. Un mouvement qui va surprendre plus d'un en pleine crise sanitaire. La tutelle relativise. En atteste ce message amical entre le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et son ancien directeur de cabinet. Décrit comme le monsieur communication du ministère de la Santé, Dr Aloïs Diouf a élaboré plusieurs plans de communication, surtout en période de crise sanitaire au Sénégal, comme celle du coronavirus ou encore en 2014 durant l'épidémie d'Ebola. Il était à l'époque le coordonnateur du volet communication dans le Comité national de gestion des épidémies. 15 années d'expérience au service de la santé, les journalistes saluent sa disponibilité, son accessibilité, surtout en cette période de pandémie. Et dans la gestion de cette pandémie, Dr Aloïs Diouf n'hésitait pas à prendre position. C'est le cas lorsque le professeur Moussa Seydi avait fait une sortie relative au dispositif de réanimation inexistant à l'hôpital de Ziguinchor.
Médecin spécialisé en santé publique, Dr Diouf a occupé plusieurs postes de responsabilité avant d'intégrer le cabinet du ministre de la Santé. Il fut directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Il a été médecin à l'hôpital de Pikine. Il a été également expert évaluateur de l'Organisation mondiale de la santé. Un départ qui va laisser un vide dans le système sanitaire sénégalais, mais une fierté sur la scène internationale. Il ne reste qu'à souhaiter bon vent à Aloyse Waly Diouf à l'Organisation mondiale de la santé, que ce départ coïncide avec la fin du coronavirus. Merci à vous, Aminata Baresso. La situation du jour, 164 testés positifs, dont 148 cas contacts, 16 cas communautaires et 3 personnes décédées. 72 patients ont été déclarés guéris. En mot de justice, dans cette édition, nous vous annoncions tout à l'heure que le fils de Cheikh Béthio Thioune, Seydina Saliou et Ibrahima Ndoye, fils d'Aïda Diallo, ainsi que 3 autres Tiantakoun étaient déférés au parquet ce lundi. La situation a évolué entre-temps. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir. Qu'en est-il exactement ? Il faut dire que le fils de Cheikh Béthio Thioune, Seydina Saliou Thioune, et le fils de Aïda Diallo, Ibrahima Ndoye et 3 autres Tiantakoun viennent d'être libérés par la gendarmerie de Mbour. Il faut dire qu'ils ont été, suite à une médiation pénale, donc il faut dire qu'ils étaient interpellés hier jeudi par les hommes du commandant sec de la gendarmerie de Mbour, et Seydina Saliou Thioune et Ibrahima Ndoye et 3 autres talibés de Sokhna Aïda ont été entendus sur le fond du dossier. D'ailleurs, ils devraient être déférés lundi, mais finalement ils ont été libérés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fils de Cheikh Béthio Thioune, Seydina Saliou, était poursuivi pour coups et blessures volontaires sur un talibé de Sokhna Bator, la 4e femme du chef des Tiantakoun. Donc, il faut aussi dire que le fils de Aïda Diallo, Ibrahima Ndoye et 3 autres talibés étaient poursuivis de destruction de biens d'autrui, car ces 4 personnes avaient saccagé la maison du député Hadib Thioune à Madinatou Salam et aussi sa voiture. Donc cet affrontement a été lié à l'affaire de l'héritage de Cheikh Béthio Thioune, ses enfants qui voulaient la restitution des biens, alors que les 3 plus jeunes épouses du Cheikh refusaient de coopérer dans cette affaire. Cheikh Tidiane. Merci à vous, Abdourahmane Diallo, pour ces précisions. Les écoles privées se préparent pour la reprise le 25 juin prochain, mais difficilement. Elles sont confrontées à des factures impayées, mais restent ouvertes pour un dialogue fécond avec les parents d'élèves, selon les responsables rencontrés par nos reporters Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye. C'est une mère de famille désemparée, désorientée, facture en main. Elle a dit tout à l'heure, si vous voyez le contexte général de la situation, la plupart des familles n'ont pas travaillé pendant 3 mois. Donc le fait de rester pendant 3 mois sans travailler, ceci a un impact économique sur la société, toute la société entière. Les écoles privées vivent difficilement cette situation. Nous avons retrouvé quelques responsables à l'école Cheikh Moussa Kamara. Sur place, ça discute, ça réfléchit. Mais une chose est sûre, sans ressources financières, il est impossible pour eux de fonctionner. Surtout, c'est des problèmes économiques. Donc, quand je dis économique, je pense aux professeurs, aux enseignants qui sont là restés 3 mois à peine sans salaire. D'abord parce que c'est l'État qui a fermé les écoles. Nous, on ne les a pas fermées. Et l'État est même en train de nous mettre en mal avec les parents d'élèves. Alors qu'en réalité, c'est un dialogue fécond qui doit exister entre les écoles privées laïques, par le canal des directeurs d'école, par le canal des déclarants responsables, avec les parents d'élèves. Même si effectivement nous sommes restés 2 à 3 mois sans travailler, mais il faut qu'ils se disent que ces enseignants également qui étaient là depuis le mois d'octobre et qui comptaient sur leur mensualité pour vivre et faire vivre leur famille, évidemment comptent sur eux pour payer. Donc à mon avis, ils doivent payer. Maintenant, comment? Il y a eu une accumulation certainement d'impayés. Il faudrait que nous en discutions pour trouver les solutions idoines. Donc ce que je dis au ministre, tout simplement, c'est d'avoir un regard sur les écoles privées. Malgré ces contraintes, il reste engagé et déterminé à accueillir les élèves le 25 juin. Des propositions peuvent être faites aux parents. Il y a même des parents d'élèves, le bureau, ils s'étaient même engagés
à voir quelle cotisation supplémentaire ils pourraient faire en attendant que les parents d'élèves payent pour pouvoir donner aux enseignants les moyens de se déplacer. Voilà, donc c'est une discussion. Il faut que les parents d'élèves et ceux qui travaillent aussi au niveau des établissements se voient. Ismaël Kamara, directeur de l'école Cheikh Moussa Kamara, a déjà fait des propositions à l'État pour une reprise générale des enseignements apprentissage. Maintenant, à nous de nous organiser. Et puis le syndicat des écoles privées laïques du Sénégal voit le jour. Les initiateurs estiment que le privé a subi une discrimination de la part des autorités et ils veulent corriger le tir pour une meilleure prise en charge de leurs revendications. Ismaël Kamara, membre du syndicat, en parle au micro d'Alassane Ba et Pape Sangoné Baye. Il faut le dire, l'État ne nous a pas donné tous les moyens qu'il fallait. Et nous l'avons décrié d'ailleurs. Depuis longtemps, depuis déjà le mois d'avril, nous avons commencé à décrier les dispositions arrêtées par l'État par rapport aux écoles privées laïques. Nous avons même été discriminés par rapport à ce que l'État devait faire pour nous. Et aujourd'hui, c'est sentant d'ailleurs cette discrimination, sentant justement qu'il y avait un vide dans les, disons, revendications des écoles. Il y avait un vide pour les écoles privées laïques. Que certaines écoles ont pris la décision de se retrouver avec les déclarants responsables, avec les directeurs d'école, avec les enseignants, pour créer un syndicat des écoles privées laïques, pour pouvoir être présent là où il le faut, quand il le faut, et ne plus être simplement dans un cadre informel, mais bien être dans un cadre formel, capable de revendiquer donc, et de poser les problèmes là où il le faut et comme il le faut. Voilà pourquoi des enseignants se sont retrouvés ici, le 10 je crois, si mes souvenirs sont exacts, et nous nous sommes mis d'accord pour créer le CEPLAS. Puis l'accès à l'eau en véritable casse-tête dans plusieurs établissements scolaires du département de Médina Yoro Fula, où nombreuses écoles n'ont pas d'eau potable. Pour un bon déroulement des enseignements, des apprentissages dans cette circonscription, l'IEF de Médina Yoro Fula a convié les parents d'élèves et les collectivités territoriales à accompagner cette reprise des cours par un bon approvisionnement en eau dans les écoles, nous dit notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. La prochaine réouverture des classes va s'effectuer dans un contexte lié à la propagation du coronavirus. Dans la région de Kolda, de nombreux établissements scolaires n'ont ni point d'eau potable, encore moins un puits. Et l'eau est un intrant indispensable au bon déroulement des enseignements apprentissages. C'est pourquoi l'IEF de Médina Yoro Fula a convié les parents d'élèves à accompagner l'école dans l'approvisionnement en eau. Il faudra également que les populations, les parents d'élèves s'engagent parce que là également, ils ont un rôle important à jouer, surtout pour la disponibilité de l'eau dans les écoles où il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de puits. Mais le manque de puits ou de robinet ne doit pas entraîner la délocalisation des élèves s'il y a un bâtiment dans le village. Parce que nous allons travailler durant presque tout l'hivernage. Donc, j'encourage les enseignants, mais je sais que si les uns et les autres s'engagent ensemble, nous pouvons relever les défis et j'espère que cet engagement-là, nous l'avons déjà ici à Ndorna. Pour encourager la reprise des enseignements apprentissages, la municipalité de Ndorna a mis à la disposition de l'IEF de Médina Yoro Fula un important lot de matériel. Nous avons 20 kits et 20 lave-mains qui sont déjà là disponibles, que vous voyez. Nous avons 3000 masques. Nous avons 40 cartons de madar, 20 cartons de javel et nous avons 20 thermoplaces aussi qui est là disponible, mais nous avons été un peu accompagnés par l'IEF qui nous a accompagnés, qui nous a complété les thermoplaces. Vous voyez donc tout ce qui est nécessaire pour aujourd'hui faire les cours. Ndorna a pris les devants, vraiment a pris l'engagement vraiment de mettre tout cela en place. Et même pour amener les parents d'élèves à accompagner l'éducation, la mairie de Ndorna a procédé à une distribution de denrées aux foyers nécessiteux non prises en compte dans le recensement du registre national unique.
Puis après un décrochage de plus de 3 mois en raison de la pandémie du coronavirus, l'État du Sénégal annonce une nouvelle fois la réouverture des classes d'examen, une manière de permettre aux élèves de se mettre à niveau et d'acquérir de nouvelles compétences avant les épreuves. Cependant, des interrogations fusent de partout. Qu'en est-il du protocole sanitaire? Ces précautions minimales sont-elles au rendez-vous? Élément de réponse dans cet élément signé Ibou Diouf. Réouverture des classes est la première expérience comme un envol raté. C'était le 2 juin dernier. Les préparatifs pour le départ des enseignants dans leurs postes respectifs avaient suscité beaucoup de bruit. On se rappelle de cette foule au terminus de Liberté 5, tous des acteurs de l'éducation. La société Dakar Demdik était choisie pour faciliter la tâche aux enseignants, mais c'était sans repos. Un voyage qui restera forcément au souvenir, un fâcheux précédent qu'il fallait vite oublier. Sauf que le virus de Covid-19 avait déjà fait sa rentrée. À Ziguinchor, des enseignants ont chopé le coronavirus. La décision de rouvrir les classes d'examen reportées, une des fausses notes, les écoles catholiques avaient annoncé qu'elles rouvriraient mais sans les élèves, prétextant ne pas vouloir mettre la vie des élèves, du personnel et de leurs familles en danger. Avec la nouvelle date du 25 juin choisie par les autorités pour se lancer à nouveau, les syndicalistes du secteur de l'éducation prônent pour une démarche inclusive, une concertation entre les différents acteurs pour tirer des leçons des manquements. Toutefois, des inquiétudes planent encore. Le protocole sanitaire est-il respecté? Le degré d'implication des écoles privées est surtout évoqué. L'autre inquiétude qui suscite beaucoup d'interrogations reste la propagation du coronavirus au Sénégal, avec surtout les cas communautaires. Les enseignants vont devoir encore voyager pour retrouver leurs élèves. Le véritable défi, une école sans Covid-19. Mais ça passe forcément par le respect des mesures d'hygiène et de prévention. Il faut suffisamment de gel, de masques et partout dans le Sénégal. C'est pour le respect des conventions sanitaires et pédagogiques et surtout pour la fin de la récréation. Puis attaque contre les chefs religieux, plus particulièrement la famille omarienne sur les réseaux sociaux. La fédération des connus de Cheikh Omar Foutiyou Tall se constitue en bouclier, interpelle les autorités. Face à la presse, ses membres disent avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République et de la DIC. Barkaba, le porte-parole, en parle au micro d'Alassane Ba. Nous, connus, Cheikh Omar Foutiyou et toute la communauté Halplar sont plus que jamais déterminés à constituer des boucliers pour défendre la religion contre toute attaque, et quel qu'en soit le prix. Nous défendrons la religion, nous défendrons la communauté contre toute attaque, d'où qu'elle vienne, et quel qu'en soit le prix. Au prix de notre vie, nous défendrons la religion, nous défendrons la communauté. Ce sont des gens à visage découvert qui ont proféré des insultes à l'endroit de nos guides religieux. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a constaté. Sur Instagram, tout le monde l'a constaté. C'est une dame du nord de Kadiacham à visage découvert. C'est le moment d'appeler l'État à prendre ses responsabilités. Nous demandons aux autorités judiciaires de prendre les dispositions nécessaires pour que cette dame soit arrêtée le plus rapidement possible et traduite devant la justice. C'est à la responsabilité de l'État de veiller à ce que l'image de nos guides religieux ne soit pas ternie par des lobbies ou par des puissances, quelles que soient les puissances. Nous le rappelons, il y a une plainte qui a été déposée auprès du procureur et à la DIC. Nous demandons aux autorités judiciaires de diligenter le plus rapidement possible cette plainte. Le plus rapidement possible. Parce que nous ne pouvons plus rester les bras croisés alors qu'on nous incite à longueur de journée. Ça doit cesser, l'État doit prendre ses responsabilités. Puis une semaine culturelle organisée à Dakar au mois de septembre prochain sur recommandation du Khalif général des Mourides. C'est en prélude au Grand Magal de Touba, entre autres. Et il est prévu du 19 au 28 septembre 2020. Les explications de Bakayou Faye, représentant du Khalif général des Mourides, au micro de Pape Farani. Et avons le plaisir d'accueillir avec beaucoup de plaisir les instructions émanant du Khalif général des Mourides qui consistent à préparer pour le Grand Magal de Touba, comme à l'accoutumée, une grande journée culturelle exceptionnellement cette année qui coïncide au premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée Massalikul Jinan. Auparavant, le Khalif nous a aussi instruit de tout faire
pour terminer les autres travaux qui viennent en complément de cette mosquée, qui est un des éléments de l'Institut de recherche islamique Cheikh Ahmadou Bamba, sur le programme de la préparation du Grand Magal de Touba que nous faisons chaque année. Mais comme je l'ai dit tantôt, exceptionnellement, cette année, la préparation du Magal coïncide avec le premier anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinan. Et nous voulons, d'ailleurs dans un autre entretien certainement beaucoup plus élargi, avec toutes les composantes de ces manifestations, à savoir le courriel des 2 rakas, des 2 nuits de Dakar, et le courriel des 2 rakas qui commémore la prière de Cheikh Ahmadou Bamba sur l'océan, et l'ouverture de la grande mosquée pour en faire une grande semaine culturelle, certainement qui débutera entre le 19 du mois de septembre jusqu'au 28. Parlons de toute autre chose à présent avec les commerçants du marché de Sandaga, donc qui ont 15 jours pour rejoindre leur site de recasement du champ des courses. L'inauguration est prévue le 3 juillet prochain. Le ministre de l'Urbanisme qui était sur le site a regretté l'absence de 2 représentants des commerçants, Pape Faraning, Youssou Baro. Les commerçants ont 2 semaines pour quitter le marché Sandaga et rejoindre leur nouveau site au champ des courses. C'est ici qu'ils sont recasés. Donc le processus doit être poursuivi. Donc nous les invitons à plus de rationalité. Le processus a démarré. À partir d'aujourd'hui, ils ont 15 jours pour effectuer leur identification de cantine. Chacun, nous avons une équipe sur place, faire leurs abonnements à la Sénélec. À partir de lundi, il y aura une équipe dédiée de la Sénélec pour leur faciliter les abonnements en 3 jours. Et à la fin de ce processus, dans 15 jours, c'est-à-dire le vendredi 3 juillet, nous procéderons à l'ouverture de ce marché et chaque personne qui aura son numéro de cantine, son abonnement pourra occuper. Près de 945 commerçants qui occupaient le bâtiment central du marché Sandaga sont déjà recasés. Le représentant plaide la cause de ceux qui occupent la voie publique. Et à ce qu'on a vu aujourd'hui, cela nous satisfait. Vraiment, nous, on n'avait pas cela et on ne voulait pas que cela se répète. Et aujourd'hui, cela ne s'est pas répété. Avec la vigilance du ministère de l'Urbanisme, on a vu qu'il y a un recasement, quand même il y a la commodité et il y a un marché vraiment aux normes. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, comme il y a les préalables de recasement pour les autres commerçants, c'est-à-dire ceux qui occupent les cantines, donc que ce recasement soit effectif. L'absence de certains représentants des commerçants n'est pas bien appréciée par le ministre qui tient à les rassurer. Un travail il doit être organisé, un processus doit être ouvert et fermé. Dans le processus, ce qui était prévu, c'est qu'à cette date, les commerçants viennent visiter. Et ce sont les représentants des commerçants. Donc leurs représentants, je les appelle, je les cite nommément, le doyen Djibi Diakhaté, Daouda Diouf et les autres. Ils n'ont qu'à venir effectuer la visite, amener les commerçants, les informer du processus. On avait convenu d'un processus. Aujourd'hui, 1 an après, le marché a été construit, bâti aux normes. Et nous sommes prêts à les accompagner. Nous ferons aussi une campagne de communication pour montrer que Sandaga va être transféré. Ici, le temps des travaux, ici, ce n'est pas un site définitif. Nous sommes... D'un montant de 500 millions, le site de recasement des commerçants situé au centre des courses est fin prêt pour les accueillir. L'inauguration est prévue le 3 juillet, ce qui permettra aux autorités de démarrer la réhabilitation du marché Sandaga. Pape Faraning, bradage du littoral. SOS Littoral exige un audit de la gestion du littoral sénégalais. La structure vient d'initier la grande marche du littoral. Oumar Diagne, le président de SOS Littoral, en parle au micro d'Ibrahim Makan et Youssou Baro. Nous voulons que l'État aille vers un audit du littoral. Nous voulons savoir qui a fait quoi, comment il l'a fait, quand il l'a fait, avec qui il l'a fait et pourquoi il l'a fait. Et à partir de là, le diagnostic est clair. Et à partir de là aussi, nous pouvons vraiment avoir un projet fiable, vraiment fiable, au bénéfice des populations sénégalaises. C'est pour cette raison que nous conceptualisons la grande marche pour montrer, donner un message fort aux populations et aux autorités que nous n'arrêterons jamais le plaidoyer tant que nous n'avons pas confiance à nos autorités. Nous avons été bien inspirés pour nous inspirer de la marche rouge de Mao pour créer la grande marche du littoral.
avec un concept HALT dans une acronymie. H qui veut dire halte, A aux accaparateurs, L du littoral, T des terres et E des espaces. Donc nous allons penser la problématique foncière globalement et spécifiquement le littoral qui est notre domaine d'intervention. Ce litige foncier à Mala, c'est un village situé dans la commune de Sierre, dans l'arrondissement de Keur-Momarsar. Les populations de cette localité située sur le lac de Guiers s'opposent à l'affectation des terres qui, selon eux, leur appartiennent à un promoteur privé. Ces villageois déclarent que la superficie en question leur a été octroyée en 2016 par la municipalité. Les explications de notre correspondant sur place, Tierno-Fall. Ils étaient des hommes, des femmes et des enfants à avoir participé à ce rassemblement dans le village de Mala, situé dans la commune de Sierre. Ces paysans s'opposent à l'attribution de leurs terres cédées à un particulier. Ces terres nous ont été cédées légalement. Nous devions les exploiter dans le cadre du projet Péridas financé par la Banque mondiale, mais le maire de la localité a cédé ces mêmes terres à un privé du nom de Omar Gueye. Selon les manifestants, la superficie en question avait été octroyée aux villageois en 2016 pour l'installation d'un domaine agricole communautaire. Péridas avait déjà fini son étude de terrain et devait commencer l'aménagement. Mais le maire est venu tout chambouler avec son partenaire. Nous exigeons nos terres, faute de quoi on risque d'assister à une situation pire que celle notée à Mban ou à Fanaï. Ces villageois qui crient au scandale exigent la restitution de leurs biens fonciers pour démarrer leur projet. Ce que nous voulons, c'est la restitution de nos terres. Omar Gueye ne mérite pas plus que nous ces terres. Nos enfants sont là. Ils ne vont nulle part et ils ont besoin de ces terres pour travailler. Il faut que cette situation soit clarifiée au plus vite. Nous avons besoin d'être rétablis dans nos droits. Ces terres doivent nous être restituées. Les populations de Mala sont des cultivateurs qui vivent essentiellement de la terre. Ils tirent toutes leurs économies de l'agriculture pratiquée dans cette zone en hivernage comme en saison sèche. Le maire de la commune de Sierre, joint au téléphone, confirme que la municipalité avait octroyé des hectares à la population de Mala qui sont toujours en leur possession. Cependant, Sidi Diorka informe que ces derniers ont laissé à côté le site qui a été délimité à leur faveur pour implanter leur projet dans une zone qui ne leur appartient pas. L'ONG Humanité Inclusion, ex-handicap international, intervenant dans le déminage humanitaire en Casamance, voit ses opérations arrêtées depuis mars 2019, faute de financement. Le chargé de communication du programme, Jacob Malendour, déclare que les démarches sont menées pour un retour dans la zone. Cependant, les partenaires ne se signalent pas pour l'appui désiré afin de dépolluer la zone, totalement le sol. Plutôt, on écoute les explications de Mamberam Diouf accompagné de Pape Sangone Baye. L'ONG ne baisse pas les bras et fait un plaidoyer envers les partenaires pour la reprise du déminage humanitaire en Casamance. Essentiellement, les 3 dernières campagnes que nous avons faites, c'était sur des financements du département américain, un bailleur qu'on appelle WRA, PMWRA, et c'est l'unique financement et c'est l'unique financeur aujourd'hui dans le déminage au Sénégal. Je dois dire aussi que la crise du Covid a un petit peu arrêté tout le processus. On essayait de voir avec le département d'État américain. On a aussi beaucoup sollicité la coopération française, la France pour ça aussi. Et puis l'Union européenne, mais nous n'avons pas eu de réponse. Les récents événements d'explosion de mines dans la zone sud en Casamance déploraient tous les paramètres devant garantir la sécurité sont à prendre en compte. Et c'est difficile, c'est très lourd, parce que voilà, il faut pas qu'on oublie, il y a encore des terres à déminer. Et justement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, ça montre bien qu'il faut aller jusqu'au bout et ne pas arrêter ce processus de déminage ou de remise des terres. En décembre 2018, il y a eu un dialogue national
mais ça n'a pas vraiment, ça s'est pas vraiment concrétisé. Et donc voilà, il y aurait vraiment, c'est une action de plaidoyer aussi que je fais vis-à-vis des autorités sénégalaises. Le déminage en Casamance reste une problématique et continue d'interpeller tous les acteurs. Nouvelle journée de mobilisation au Mali pour réclamer le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, le M5, le mouvement du 5 juin. Donc on ne veut pas faiblir dans la manifestation. Justement, nous sommes en ligne avec Omar Diop, journaliste au quotidien L'Impartial. Omar Diop, bonsoir. Bonsoir. Alors, les manifestations ne faiblissent pas et les manifestants continuent de réclamer vivement le départ du chef de l'État. Oui, aujourd'hui, il faut reconnaître que la situation est très chaotique au Mali. Le mouvement du 5 juin dénommé M5 RFP, avec à sa tête Imam Mahmoud Diko, vient de faire sa deuxième sortie. Et il faut noter qu'ils ont mobilisé beaucoup plus de personnes que la dernière fois, toujours dans la logique d'obtenir la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce soir, ils ont le mouvement a délégué 3 responsables pour aller donner la feuille de route au président IBK, dans laquelle il est demandé de rédiger sa démission. Et pendant ce temps, l'imam Mahmoud Diko et la foule sont restés pour attendre sur place en attendant le retour des émissaires. Mais malheureusement, les émissaires n'ont pas pu monter sur la colline car les forces de l'ordre les ont empêchés avec les jets de gaz lacrymogènes. Et à leur retour, ils ont signalé à Mahmoud Diko qu'ils n'ont pas pu. Et du coup, Mahmoud Diko a demandé à la foule de regagner tout bonnement à la maison, sans violence. Mais il faut rappeler que la démission du président n'est pas la seule doléance du mouvement 5 juin RFP. Il s'agit entre autres de la démission de l'Assemblée nationale, qui est fortement sollicitée et demandée. Et il s'agit encore de la démission de la Cour constitutionnelle également. Mais à l'heure où je vous parle, on vient de m'apprendre que il y a 4 membres des 9 sages de la Cour constitutionnelle qui viennent de déposer leur démission. Donc, 9 sages qui constituent réellement la Cour constitutionnelle. Parmi ces 9, quand 4 démissionnent, un est décédé il n'y a pas longtemps, ce qui fait 5 démissionnaires. Donc, pratiquement, la Cour constitutionnelle n'a plus sa raison d'être. Merci. Oui. Oui, je dis merci, M. Omar Diop. Certainement, nous suivrons de très près cette actualité avec vous. L'actualité sportive à présent, l'athlétisme définitivement à l'arrêt au Sénégal cette saison. Diafra Sakho a annoncé du côté de la Suisse et feu vert pour l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. On voit cela avec Cher Sadi Boudiara. La crise sanitaire due à la Covid-19 stoppe définitivement la saison de l'athlétisme au Sénégal. Une décision forcée prise par la Fédération sénégalaise d'athlétisme à l'issue d'une tournée de consultation des ligues régionales. L'indisponibilité des infrastructures sportives et l'interdiction des regroupements sont les arguments avancés. Papis Demba Cissé est lui bien avancé en finale de la Coupe de Turquie. Un triplé de l'international sénégalais a permis à son club Alanya Sport de rejoindre en finale Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye. Diafra Sakho va lui simplement retrouver la joie de jouer en Suisse. Après 6 mois sans club, l'attaquant de 30 ans s'est engagé pour 13 matchs avec Neuchâtel Xamax en lutte pour le maintien dans le championnat suisse qui reprend ce vendredi. Attendu comme un animateur du marché des transferts en France, Boulaye Dia du Stade de Reims manque pour le moment de courtisans. Aucune sollicitation reçue pour le buteur de 23 ans selon son club. Le Roi Sané annoncé au Bayern Munich est de plus en plus proche d'un départ de Manchester City, de Guardiola. Selon ce dernier, l'international allemand de 24 ans a refusé une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2021. Une bonne nouvelle pour le Bayern. Pour l'Olympique de Marseille, c'est la libération ce vendredi. Le club de la Ligue 1 française qui a refusé un passage à 22 équipes a reçu l'autorisation de participer à la prochaine Ligue des Champions. L'UEFA et son fair play financier l'ont juste infligé une amende de 3 millions d'euros, une retenue de 15% des recettes en Coupe d'Europe et un effectif de 23 joueurs au lieu de 25. Au Brésil, le football a repris ses droits avec un match joué par Flamengo en dépit de la propagation du coronavirus et les 45 000 décès dans le pays. Une reprise qui n'agrée pas les supporters et les clubs
comme Fluminense, Botafogo, entre autres. Là, merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. La deuxième partie de Soir d'Info, c'est avec vous, Aram Touré. Merci bien, cher Tidjane Diao. Nous sommes avec Dr Bakary Samb, qui